C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Ce bonhomme là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Lucas peut jouer ici, peut jouer là. C'est l'attaquant. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 7 de Jeux en triangle. On enregistre au lendemain du retour de Karim Benzema en équipe de France. Est-ce que je vous demande vraiment comment ça va, messieurs, David Hernandez et Geoffrey Stein? Bah parfait, comme tu l'as dit, une bonne nouvelle. Le lendemain, un enregistrement, donc que demande le peuple? On est excité du coup, on est au top. Bon, nous, on n'est pas dans la liste de Didier Deschamps, mais on est au moins sur toutes les plateformes d'écoute, de Deezer à Apple Podcast en passant par Spotify, ainsi que sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Donc si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, et puis partagez nos épisodes autour de vous. Comme chaque semaine, on va prendre 3 joueurs, débattre autour d'eux, de leur carrière et de ce qu'ils nous ont procuré comme émotion, avant le temps additionnel dans lequel on classera chacun à notre tour tous ces joueurs en 3 catégories, titulaires sur le banc au placard. Pour ce 7e numéro, on continue avec les attaquants, on continue avec la Ligue 1, mais avec cette fois la Ligue 1 contemporaine. On ne peut plus contemporaine même, car on a choisi 3 acteurs majeurs de cette saison qui va se terminer. On parle de 3 nommés au titre de meilleurs joueurs au trophée UNFP, de 3 des 6 meilleurs buteurs de la saison. C'est parti pour un débat autour de Wissam Ben Yedder, Memphis Depay et Burak Yilmaz. Alors on a écarté volontairement les Parisiens Mbappé et Neymar, car le gouffre est un peu trop grand à l'échelle de la carrière avec les autres. Ici on va évoquer 3 attaquants difficiles à classer et au parcours plutôt atypique. Alors préparez un short taille L parce que les cuisses de Memphis ne rentrent pas dans du M. C'est parti pour l'échauffement. Allez, on se lance avec l'échauffement. David, si tu veux commencer par nous rappeler quelques souvenirs. Concernant Wissam Ben Yedder, on en a un peu parlé en off, mais ça va être son doublé avec Séville contre Manchester United à Old Trafford en 8e de finale retour. C'est un peu un paradoxe parce que c'est ce qui marque et à la base il est remplaçant, il rentre à un quart d'heure de la fin. Il y a 0-0 au cumulé et en 4 minutes il va inverser toute la tendance du match et il va s'offrir un doublé qui propulse Séville en quart. Et ça vient dans une saison un peu bizarre parce qu'il est souvent remplaçant. Du coup, ce qui se passe à Manchester, c'est pas un cas isolé. Et c'est un regret. Je trouve que pour moi personnellement, c'est un regret de se dire qu'il a été capable de le faire avec Séville. Et qu'en équipe de France, c'est un peu ce qu'on pointe du doigt, et du coup, je pense qu'on en reparlera après, mais qu'il n'a pas eu cet impact en sortie de banc. Concernant notre ami Memphis, je ne vais pas prendre une action sur le terrain, mais plutôt sa déclat au micro de Canal il y a quelques semaines, où il fait un peu l'éloge de Rudy Garcia en disant si je suis aussi bon, c'est parce que j'ai un coach qui me met dans les meilleures dispositions et que j'envoie un petit tacle à Bruno Genesio. Et en fait, j'étais pas vraiment d'accord avec lui parce que quand même, je trouve qu'il faut rendre un peu à Genesio ce qui appartient à Genesio, c'est qu'il a toujours un peu... Il l'a piqué, mais il a cherché à le mettre dans le meilleur système de jeu possible. On parle de Genesio, de Garcia, là ça commence à trembler du menton chez les Lyonnais là. Wow. Mais je trouve que en fait, cette déclasse en dit beaucoup sur le joueur qui est un peu brut de décoffrage, à pas prendre de pince dans ce qu'il dit, qui a besoin de se sentir aimé. Et enfin, pour notre ami turc, je vais prendre le match contre l'OL il n'y a pas si longtemps, qui en fait décrit pour moi tout ce qui est Burak Yilmaz, c'est-à-dire un buteur... mais pas aussi brut de décoffrage qu'on peut le penser dans sa technique. Et en même temps, un joueur de devoir et qui est prêt au sacrifice et qui a aussi un rôle de vrai leader par la parole et les gestes. Alors, je vais tout de suite faire la transition en reprenant aussi sur Yilmaz. Moi, c'est son triplé avec la Turquie contre les Pays-Bas là, lors du dernier Rassemblement national. Alors, un peu comme toi quand tu as évoqué son but contre Lyon, je trouve aussi que ce triplé résume le personnage et le joueur. Bon, son coup franc, pour le coup, il est dévié, je crois, par le mur, donc c'était pas un super but. Mais il met 3 buts avec beaucoup de rage. Et surtout, ce qui m'avait marqué, c'était ses célébrations. En prenant l'écusson et en hurlant le nom de son pays, genre Turquia.
C'était hallucinant de voir la passion qu'il portait à son maillot et à son pays. Et d'ailleurs, ça s'applique à tout le collectif de cette équipe, mais c'est assez impressionnant et je trouve que ça résume bien le personnage qu'il est et la manière aussi dont il porte le LOSC en termes de tempérament cette saison. Ensuite, Wissam Ben Yedder, alors moi je l'associe tout de suite au fameux film du maintien du TFC qu'on avait tous vu et revu, ce fameux maintien contre Angers à la dernière journée en 2016. Déjà parce qu'il met le premier but dans ce match-là, donc qui est important. Et puis ensuite, c'est des images à la fin de joie avec Pascal Dupraz. C'est plein d'images comme ça qui reviennent. Et puis ensuite, Memphis, alors c'est vraiment, moi ce qui m'avait marqué, c'est son arrivée à Lyon. Parce qu'il arrive à un moment où Lyon recrute des joueurs moins chers depuis quelques saisons. C'est vraiment un nouveau... Lyon remet de l'argent sur la table. Je crois que le plus cher dans les mois qui avaient précédé, c'était Darder pour 13 millions, un truc comme ça. Et donc là, tu sens que Lyon revient sur une logique un peu plus dépensière sur le marché des transferts. Et donc je me souviens de la grosse attente que tous les supporters lyonnais avaient autour de lui, de l'excitation avant sa première entrée contre l'OM, etc. Et puis de ce but exceptionnel qu'il met contre Toulouse. Alors il y avait eu des débuts difficiles, mais il met un but du milieu de terrain contre Toulouse quelques mois après son arrivée. Et c'était un peu son acte de naissance à Lyon. Geoffrey, si tu veux enchaîner. Pour continuer sur Memphis, moi j'ai choisi son but contre l'OM au Vélodrome parce que déjà c'est un peu le Memphis Corones. Je trouve qu'il y a un truc vraiment chez Memphis de savoir répondre présent dans les grands matchs. Tu le sens, c'est pas le même œil, c'est pas la même motivation chez Memphis quand c'est un grand rendez-vous. Et ce but contre l'OM, il est hyper symbolique parce que tu es à l'extérieur, 90e minute, tu mets une clim incroyable au Vélodrome. Tu finis arcade en sang, maillot enlevé, doigts sur les oreilles, voilà, célébration Memphis. Enfin là, il y a un charisme sur cette action que Memphis dégage qui est complètement fou et je trouve que ça résume bien ce personnage ultra confiant et souvent très, très décisif dans les grands matchs. Sur Wissam, j'avais le même souvenir de ce doublé à Old Trafford et en fait plus globalement ça rentre dans un truc, tu disais un petit peu qu'on était déçu de son impact en sortie de banc en équipe de France. En fait, ce qui est surprenant aussi chez Ben Yedder, c'est que c'est un joueur très très fort dans les compétitions européennes. Tu regardes ses stats, il a des stats incroyables dans les Coupes d'Europe. Il a 18 buts en 22 matchs sur les phases finales, j'ai compté que les phases finales, et c'est à un but toutes les 83 minutes. C'est un ratio vraiment énorme si tu prends Ligue Europa et Ligue des Champions. Et donc c'est vrai que ça contraste un peu avec ce qu'on peut voir en équipe de France. Et j'avais ce souvenir d'un Ben Yedder vraiment ultra décisif dans ces matchs de compétition européenne avec Séville, et c'est très symbolisé par ce doublé en effet. 4 minutes juste après être rentré. En gros, entre son entrée et son deuxième but, il doit y avoir 5 minutes qui passent. Et ça m'avait vraiment, vraiment marqué. Et puis sur Yilmaz, c'est un peu la même idée. C'est un truc un peu global. Voilà, pour m'être refait des compiles, parce que pour être très honnête, voilà, on n'a pas forcément beaucoup vu Yilmaz dans sa carrière en club en Turquie. C'est sa rage de vaincre, de marquer des buts. Et son attitude après les buts, elle est incroyable. J'ai vu des images dans des derbies avec Galatasaray contre Fenerbahçe. À un moment, il met un doublé, mais c'est n'importe quoi. Son attitude, je crois qu'il y a son coach, ça doit être Fatih Terim, qui a dû être expulsé. Il est dans les tribunes, il va le voir, il le check, limite il le prend et il le fait tomber. Yilmaz, il dégage vraiment quelque chose d'animal et qu'on retrouve en effet complètement dans sa saison lilloise. Donc on aura le temps effectivement de revenir sur cette belle saison de Burak Yilmaz. Je pense qu'on est chaud, messieurs. C'est parti pour le match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec Wissam Ben Yedder, par ordre alphabétique. 30 ans, Ben Yedder, 1m70. On commence le parcours du côté de l'UJA Alfortville, puis le TFC entre 2010 et 2016, le FC Séville ensuite pour 3 saisons, et puis en 2019, un retour du côté de la Ligue 1 avec l'AS Monaco. Moi, le premier élément qui me vient à l'esprit quand j'évoque Ben Yedder, c'est son profil atypique, un profil futsal. D'ailleurs, seul joueur qui a fait équipe de France de futsal et équipe de France normale, entre guillemets. Donc un profil technique très bon dans les petits espaces, les deux pieds, dos au but, intelligence de jeu. Quelqu'un de très complet et techniquement qui détonne un petit peu. Ouais, on en revenait un peu à ce qu'on avait dit sur les milieux de terrain avec Xavi, c'est que c'est des profils assez petits et qui n'étaient pas voués à réussir aussi bien chez les professionnels par rapport aux deux autres que sont Memphis ou Yilmaz. Ben Yedder, il commence à vraiment être titulaire avec le TFC à 22 ans en Ligue 1. Il met du temps,
Mais quand il arrive, il fait pas semblant. Il met 15 buts pour sa première saison en tant que titulaire. Il enchaîne avec 16, 14 et 17 l'année du maintien. Et ça a toujours été un peu l'arbre qui cachait la forêt à Toulouse. Et il part avec aussi ce maintien assuré et ce côté aussi leader technique plus que vocal comme on peut le voir maintenant du côté de Monaco où il a le brassard et on l'entend un peu plus gueuler sur ses partenaires. Il était avant tout un leader technique à Toulouse. Ouais, et puis à sa sortie de Toulouse, je trouve qu'on pouvait avoir une interrogation sur quel était le véritable plafond de Ben Yedder, justement, avec son profil atypique. Tu pouvais vraiment te demander à quel point il arriverait à s'imposer dans un club avec des ambitions un peu différentes. Son expérience à Séville, elle est globalement bonne, notamment parce qu'il a un super parcours, des très beaux parcours européens. Il a des saisons un petit peu plus compliquées avec moins de continuité dans son temps de jeu. Mais voilà, que ça soit à Séville ou à Monaco, il a globalement répondu aux attentes. Et je trouve que c'était pas gagné, on va dire, en sortant de Toulouse, parce que tu étais un peu dans ton cocon et on attendait vraiment de voir ce que pouvait donner Ben Yedder. Et au final, c'est ça qui lui a donné la crédibilité pour aujourd'hui, par exemple, être dans la liste pour l'Euro. Ce qui est intéressant, c'est de lire un petit peu son parcours européen, où il n'a pas eu énormément de matchs à disputer, mais il a été très efficace. Ligue des Champions, c'est 14 matchs, 10 buts. Il y a notamment la saison avec Séville où il marque 3 fois contre Liverpool, je crois. Il marque son doublé contre Manchester United, évidemment. Et puis Ligue Europa, 8 matchs, 8 buts. Donc, cette expérience européenne nous a quand même donné un indice sur la capacité de Ben Yedder à s'élever, on va dire, au plus haut niveau, même si on aimerait en voir un petit peu plus peut-être à l'avenir, ou en Ligue des Champions avec Monaco la saison prochaine. Ouais, au final, si on doit s'arrêter à l'heure actuelle sur la carrière de Ben Yedder, c'est vraiment le seul point d'interrogation est-il capable déjà d'évoluer encore plus et peut-il inverser la tendance qu'on a de lui et l'image qu'on a de lui avec l'équipe de France où on dit que son impact est quasiment nul. Alors que, comme tu disais, on se posait la question de savoir si son plafond était assez haut. Ça se retrouve aussi dans son profil de technique et physique, où est-ce qu'un attaquant d'1m70 peut rivaliser avec des défenses ? On a vu que au final, son jeu, il évolue aussi bien dans son physique pur et dur que dans son jeu dos au but, où il peut avoir ce rôle de pivot qu'on pourrait ne pas lui donner avec cette taille. On l'a vu contre l'OL lors du dernier match à Louis II, où c'est lui qui décroche pour envoyer Voland marquer l'ouverture du score. Et il a un jeu de haut but qui est quand même assez intéressant, je trouve. Et je trouve que sur son parcours en équipe de France, tu as cette espèce de difficulté à l'intégrer, à savoir exactement comment l'utiliser, parce qu'en effet, il est autant capable d'être un peu un espèce de deuxième attaquant que l'avant-centre de l'équipe. Et tu sens qu'il a du mal à trouver sa place un petit peu dans cette équipe de France, notamment parce qu'il va être souvent quand même cantonné à des bouts de match, des entrées, et c'est pas toujours facile d'arriver comme ça en impact player, même s'il le fait plutôt bien en club. Mais l'équipe de France, c'est encore autre chose, tu as moins d'automatisme, mine de rien, c'est pas un cadre de ce groupe, c'est quelqu'un qui est encore un petit peu jeune dans cette équipe de France. Si on arrive à utiliser au mieux les qualités de Ben Yedder, ça peut être très intéressant. Comme tu dis, c'est un excellent joueur de pivot et un joueur quasi létal dans la surface, avec cette capacité à toujours avoir le bon geste au bon moment, des deux pieds. Vraiment, ses qualités de futsal se retrouvent dans son jeu dans la surface, parce qu'il va sortir de toutes les situations, dans les petits périmètres, à mettre, s'il faut mettre un petit pointu, ça met un pointu. Beaucoup de justesse, on l'a vu encore récemment en Coupe de France, là, son petit ballon piqué, beaucoup de sang-froid aussi devant le but. Donc si on arrive à le mettre dans les meilleures conditions, c'est un joueur qui est voué à réussir quasiment dans tous les contextes, et il l'a montré, je trouve, depuis le début de sa carrière en club. Ouais, surtout qu'il est capable de faire briller les autres aussi. C'est particulièrement intéressant dans l'optique d'une équipe de France qui est surchargée d'attaquants, et on a l'impression qu'il pourrait briller avec à peu près tous les profils. Là, en s'attardant un petit peu sur ses binômes depuis son arrivée à Monaco, il y a eu Slimani qui avait pas fait une saison complètement pleine, mais qui a fait la deuxième meilleure saison de sa carrière en cumulant but et passe derrière une très belle saison qu'il avait faite au Sporting. Et ben cette deuxième meilleure saison de sa carrière, c'était aux côtés de Ben Yedder.
Eder. Là, Volant, c'est quelqu'un qui arrive et qui a une belle expérience à Leverkusen derrière lui, mais qui, aux côtés de Ben Yedder, encore une fois, réalise sa meilleure saison statistique en termes de buts marqués, alors qu'il reste encore une journée d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même un aspect de Ben Yedder qui est très très intéressant. L'adaptation aux autres, la capacité à les faire briller, et puis l'adaptation à différents contextes en club. On l'a vu briller dans un Toulouse en difficulté, on l'a vu être très bon en Ligue des Champions avec Séville. Là, il a été bon dans les deux visages de Monaco. Le Monaco qui se cherchait en début de saison, qui prenait beaucoup de buts, et le Monaco devenu beaucoup plus costaud tout simplement. Donc vraiment une palette très très large. Ouais, bah ça, de toute façon, on revient à cette caractéristique du futsal, hein. Ça rejoint aussi parce que beaucoup de Brésiliens ou même il y a dernièrement Cacré qui a touché un peu au futsal, qui disait que le fait de jouer sur des espaces réduits, ça te permet de penser plus vite et d'agir plus vite, et c'est clairement ce qu'on voit avec Ben Yedder quand il joue en une touche ou dans la déviation, même dans ses prises de balles en pivot pour enchaîner derrière une frappe, quoi. Ouais, et puis son profil physique, naturellement, justement, c'est vrai que ça va très bien avec le futsal, petit, avec des appuis très bas, costaud. Il a réussi à développer ce physique pour en faire un vrai physique de football à 11. Et comme tu disais, Arthur, qu'il était capable de rendre ses partenaires meilleurs. Maintenant, ça se traduit aussi par les stats. Il va faire 3 saisons de suite à plus de 10 passes décisives, alors qu'avant, on était en dessous de ces standards-là. En gros, maintenant, il enchaîne les saisons à 20 buts, 10 passes. Ça commence vraiment à classer un bonhomme sur les stats pour un attaquant. Par contre, physiquement, il y a quand même cette interrogation, sans vouloir tomber dans des clichés, mais est-ce qu'il serait capable de s'adapter à des championnats plus exigeants physiquement, plus exigeants en intensité et en nombre de répétitions des courses, que ce soit en Bundesliga ou en Première Ligue? Personnellement, j'ai ce doute-là. Et après, pour revenir à l'élément dont on parlait tout à l'heure, la capacité d'être impactant en sortie de banc, peut-être que cette saison va représenter un tournant à ce niveau-là pour lui, dans la manière dont il va aborder ce rôle-là en équipe de France, parce que Kovac n'a pas hésité à le mettre sur le banc à plusieurs reprises, au profit de Jovetic. Et par exemple, début avril, il enchaîne 2 matchs contre Metz et Dijon, 2 fois où il démarre sur le banc et 2 fois où il claque un doublé en rentrant. Donc peut-être que ça, psychologiquement, ça peut avoir... Ça peut être un vrai tournant, même s'il avait déjà expérimenté ce rôle-là de remplaçant, mais avec moins de succès. Ça peut aussi lui permettre d'avoir ce rôle de leader, mais pas que sur le terrain, ce rôle de leader vocal qu'on voit et qui s'apparente peut-être plus à une prise de conscience de lui-même aussi, de ses capacités de leader, de chef de file. Peut-être que ce qu'il ne pensait pas être au début de sa carrière ou à Séville, où il était plus souvent cantonné à un rôle de remplaçant, sauf sa dernière saison. Moi, j'ai tendance à penser qu'il mériterait de s'imposer encore un petit peu plus. Mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les 2 matchs dont je viens de parler, Metz et Dijon, à chaque fois qu'il rentre, il récupère le brassard de capitaine en cours de jeu. Et ça veut quand même dire quelque chose. Parce que si tu n'es pas le vrai leader de ton équipe, à la limite, celui qui avait le brassard au début du match, il le garde et on n'en parle plus. Mais ça a quand même une vraie signification sur sa place dans le vestiaire monégasque. C'est pas vraiment à l'image de ce qu'il peut dégager en langage corporel, etc. On va enchaîner avec le néerlandais de l'étape, Memphis Depay, 27 ans, 1m76. C'est au PSV Eindhoven qu'il a démarré en pro entre 2011 et 2015. Puis le grand saut vers Manchester United, 1 saison et demie avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais, où il évolue depuis. Il arrivera, on le rappelle, en fin de contrat cet été, et il y a très très fort à parier qu'il ne prolongera pas, c'est même quasiment acté, son contrat du côté de l'OL. Là aussi, on a un profil technique comparable sur certains aspects à celui de Ben Yedder, c'est-à-dire des joueurs qui ont une zone d'influence assez large et de réelle qualité technique. Ouais, j'aime beaucoup l'évolution de Memphis, qui était au départ un ailier, un vrai ailier de formation sur sa période PSV, et même quand il arrive à Manchester, il arrive avec cette étiquette de joueur de percussion de côté. Et l'évolution qu'il a eue pour devenir un vrai joueur d'axe avec une zone d'action qui va du rond central à la surface avec l'OL, vraiment j'aime beaucoup ce Memphis qu'on voit depuis 2-3 saisons, qui a pu prendre cette dimension parce qu'on lui a donné les clés du camion avec Genesio et ensuite avec Rudy Garcia. Je trouve qu'il a vraiment pris toute sa dimension, il a développé
pas encore tout son potentiel, parce que j'ai envie de croire que Memphis, il y a encore une vraie marge de progression. Mais en tout cas, on est en train de voir ce que peut devenir la meilleure version de Memphis. Ouais, on est clairement sur l'âge de la maturité, parce que, ouais, comme tu as dit Arthur, il a que 27 ans. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est déjà dans le circuit, mais on lui donne peut-être la trentaine alors qu'il en a que 27. Et je pense qu'on ne pourra jamais vraiment le changer complètement, parce qu'il aura toujours un peu cette part d'individualisme propre aux attaquants et aux buteurs. Mais en prenant l'exemple du Final 8 à Lisbonne, on voit qu'il a accepté ce rôle de leader, comme on a pu le dire pour Ben Yedder. C'est moi qui dois montrer l'exemple, je dois faire l'effort, même si, bien sûr, on va pas se mentir, le repli défensif, c'est pas le point fort de Memphis. Il a cette prise de conscience et c'est un vrai leader qui sait désormais passer complètement à travers d'un match ou faire figuration, mais se montrer décisif. Et ça, c'est un truc qui a vraiment évolué depuis son arrivée à l'OL. C'est vrai que le Memphis de cette saison, c'est un Memphis avec le brassard au bras. C'est un Memphis qui va chercher des buts un peu tout seul si l'OL patine. On l'a vu récemment contre Monaco notamment, où son but est très important. Moi, j'avais beaucoup aimé la saison européenne de Memphis aussi la saison dernière. Effectivement, tu as parlé de son Final 8. Avant ça, et donc avant qu'il se fasse les croisés, chaque match de poule qu'il joue en Ligue des Champions, il marque. Donc c'est très fort. Il y a cette Panenka contre la Juve en 8e. Donc c'est un Memphis qui a quand même évolué. Il avait eu ici et là quelques coups d'éclat, notamment contre le PSG, contre l'OM, dont tu as parlé tout à l'heure, Geoffrey. Mais là, ça devient de plus en plus régulier, de plus en plus dans les grands moments. Et ça va être très intéressant de voir cet été le tournant. Qu'est-ce qui va se passer avec les Pays-Bas à l'Euro et qu'est-ce qui va se passer dans le prochain certainement plus grand club qui va rejoindre. Ouais, ce que je trouve intéressant justement dans cette perspective d'évolution vers un plus grand club, c'est aussi son évolution en termes de vrai meneur de jeu et de passeur, de dernier passeur ou d'avant-dernier passeur. Je le trouve vraiment de plus en plus fort dans ses capacités à trouver les décalages, à faire les passes justes, à s'inscrire dans le projet collectif et à en être un vrai leader technique. Vraiment, je trouve qu'il y a une évolution très intéressante à ce niveau-là. Et cette capacité en fait à un peu tout faire sur un terrain qui n'avait pas avant, il n'avait pas le même volume de jeu. Une petite comparaison à faire avec un joueur comme Griezmann, qui voilà au début de sa carrière était aussi un joueur un peu plus frêle physiquement, qui était plutôt décalé sur les côtés et qui avait l'habitude de rentrer dans l'axe sur son pied gauche, et qui ensuite s'est recentré avec Simeone et qui a eu l'éclat qu'il a maintenant parce qu'il c'est un joueur total, capable de tout faire. Et on est un peu dans la même évolution avec Depay, je trouve, et ça se voit aussi d'ailleurs avec les Pays-Bas. Et en fait, ça ouvre vraiment des perspectives intéressantes, même si le petit bémol que je peux mettre, c'est que donne Depay dans un grand club où il n'a pas les clés du camion, comment il accepte un rôle un peu différent. C'est pour ça qu'en effet, ça sera très intéressant de voir son évolution tout au long de l'été, que ce soit sélection ou son choix de carrière en club. Ouais, mais et même plus que son rôle dans un grand club, c'est qu'est-ce qu'il peut apporter. Parce que quand il signe à l'OL il met 20 ou 16 ou 20 millions d'euros. C'est vraiment à Paris parce qu'il est vraiment dans le dur à Manchester. Et au final, au mois de juin, il va partir. Qu'est-ce qui va en rester de Memphis ? Sportivement, on aura vu une vraie progression du joueur qui est passé de l'individualiste pur et dur à un joueur vraiment collectif. Mais est-ce qu'il a réussi à faire passer ce palier qu'on attendait pour que Lyon retrouve un peu les sommets de la Ligue 1 et même en Europe ? Personnellement, je trouve pas. Je trouve on est resté dans cette bataille pour le titre pendant 6 mois, pendant 2 ou 3 saisons. Mais au final, ça dure 6 mois et puis après, ça s'écroule. Et je trouve qu'il n'a pas encore cette mentalité de vrai leader et de vrai joueur, comme on pouvait dire de Ben Yedder, qui permet à ses coéquipiers de se surpasser et de prendre une toute autre dimension. Disons que cette dimension-là, il l'a prise peut-être un peu sur le tard, sur cette saison-là, où vraiment, encore une fois, j'insiste, on a vu un Memphis différent. Mais pour te rejoindre, David, c'est vrai que je pense qu'au moment de faire le bilan, l'OL aura plus apporté à Memphis sur son évolution en tant qu'homme et en tant que joueur que Memphis n'aura apporté à l'OL. Je pense que pour lui, par contre, l'OL aura été un tremplin parfait, vraiment, où il a été choyé par un président qui a tout de suite compris comment il fallait lui parler. Même si Genesio l'a pas mis tout de suite titulaire, il l'a laissé un peu sur le banc. Il y a quand même eu très souvent des conditions favorables autour de Memphis. Un public
très très souvent bienveillant à son égard aussi parce qu'on aimait beaucoup cette aura qu'il pouvait dégager. Et pour extrapoler un petit peu à l'échelle de sa carrière, ce que j'aime, c'est l'évolution de l'homme, c'est-à-dire que il a eu cette enfance un petit peu difficile avec son père qui a quitté le foyer, etc. Il avait un peu cette réputation de tête cramée. Et contrairement à d'autres qui avaient pu avoir ce type de profil comme Mario Balotelli par exemple, lui a su se recentrer et aller au-dessus de ça pour devenir quelqu'un aujourd'hui visiblement de très posé. Et ça, c'est assez admirable. Ouais, ce capitaine qu'il a pu devenir à Lyon, voilà, ça montre son évolution. Voilà, la seule limite que je mets sur cet aspect mental aujourd'hui de Memphis, c'est que ça peut rester des fois en pointillé, notamment, comme le disait David tout à l'heure, sur l'investissement, sur la durée d'un match. On a envie de voir un Memphis qui est tout le temps présent, tout le temps avec une attitude positive. Là, on a encore des moments d'oscillation, on va dire, sur un match et même des fois sur quelques semaines. Donc voilà, ça sera encore le petit cap à passer pour pouvoir vraiment s'imposer comme un joueur d'un gros club européen. Autre défaut, moi je trouve, de Memphis, c'est les coups de pied arrêtés par moment. Il est capable de délivrer des caviars, il est capable de mettre des buts extraordinaires, mais je pense que si on fait le ratio, il y a plus de coups francs et de corners complètement ratés. Quand je dis raté, c'est vraiment troisième poteau ou directement dans les bras du gardien. Et je trouve que c'est un vrai problème qui traduit ce que tu viens de dire, Geoffrey, c'est-à-dire un manque d'implication par moment, parce qu'on sait très bien que ce joueur, il a la qualité technique pour frapper normalement 2 corners sur 3 parfaitement. Et là, c'est vraiment, pour moi, je suis sûr que le ratio, il est à 1/4, 1/5 de corners vraiment bien frappés. Je trouve que c'est un vrai problème pour un joueur de son poste et de son profil technique. On parlait dans le podcast sur les défenseurs de Van Dijk, qui avait été un des symboles du retour, on va dire, des Pays-Bas sur le premier plan, même si on va encore attendre l'Euro. Mais ce qui fait avec les Pays-Bas, voilà, c'est cette évolution qu'on voit avec Lyon sur le terrain et en dehors. Elle se retrouve avec les Pays-Bas et elle peut lui permettre aussi... là, je ne sais pas si justement il va faire ce choix de club avant ou après l'Euro, mais je pense qu'en vrai, il a tout intérêt à attendre l'Euro parce qu'il a tout à y gagner. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir un Memphis leader au niveau international et de voir ce que ça peut donner. Surtout que le repositionnement dans l'axe de Memphis, à l'origine, c'est en sélection. Donc il est allé puiser dans cette sélection des éléments pour se renouveler un petit peu, etc. S'il peut retrouver les mêmes inspirations à l'Euro, ça peut être vraiment effectivement très intéressant pour la suite. On va enchaîner avec le troisième buteur du jour. On prend un petit peu de l'âge et on va du côté de Burak Yılmaz, 35 ans, 1m88. Un parcours chargé du côté de la Turquie. Il n'y a pas un coin du pays qu'il n'a pas vu. Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor, Galatasaray. Un petit détour en Chine quand même, histoire de Beijing, Guan. Et puis Trabzonspor de nouveau, Beşiktaş de nouveau et Lille depuis l'été dernier. Il a fait un guide du routard, la Turquie. A priori, il y a tout ce qu'il les faut. bonnes adresses de Burak. Donc un joueur qui a beaucoup voyagé, un joueur qui a gagné des trophées dans plusieurs clubs et qui pourrait gagner le trophée le plus important de sa carrière d'ici très peu de temps avec le LOSC, puisque cette saison, on parlait de Mike Maignan lors du podcast sur les gardiens, mais Burak Yılmaz est un élément majeur de la très belle saison lilloise, qui plus est en ayant raté 2 mois pour blessure. Ouais, sans ces 2 mois, peut-être que Lille aurait déjà assuré le titre, parce que ça a coïncidé aussi avec une période un peu plus compliquée, même si, sans rentrer dans les détails de l'année de la saison lilloise, mais ça a aussi relancé un Jonathan David. Mais ce qui est surprenant dans cette réussite de Yılmaz à Lille, c'est que au départ, le mariage paraît baroque. De voir un Yılmaz, 34 ans, qui n'est jamais sorti de sa Turquie à part pour aller en Chine, arriver dans un projet lillois centré sur le trading et l'achat de jeunes joueurs pour les revendre à prix d'or. Ça paraissait pas évident, mais au final, ça a été le pari gagnant et le coup parfait parce que c'est un joueur que tu as recruté pour une bouchée de pain, qui t'encadre des jeunes pour leur donner un cap, un peu comme peut le faire José Fonte aussi. Et avec cette attitude, cette envie de gagner, cette rage de vaincre au quotidien, il a réussi à faire de ce Lille plus qu'un candidat au titre, le favori aujourd'hui à 4 jours de la dernière journée pour le titre de champion de France. Du coup, il augmente la valeur de ses coéquipiers. Donc, en fait, Lille a tout gagné dans cette histoire. On est tous en train de le découvrir, de tomber un petit peu
voilà, en pamoison devant ce caractère de gagnant. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'est une belle histoire de cette Ligue. Ouais, puis ça valide aussi le travail de Luis Campos, tout ça, c'est qu'il est allé le chercher, il est vraiment allé le chercher pour pouvoir entourer ses joueurs et pour répondre aussi à la demande de Galtier et de sa façon de jouer. C'est que Yılmaz, peut-être plus que Rémi l'année dernière, les saisons d'avant, c'est que c'est l'attaquant parfait pour la tactique lilloise, avec ce bloc assez bas et cette récupération rapide vers les attaquants. Il joue sans dire qu'il joue vraiment une tour de contrôle comme pourrait l'être Giroud, mais il est ce point d'ancrage sur lequel il s'appuie les milieux que sont André ou Renato Sanchez pour pouvoir ensuite lancer les flèches comme Ikoné ou Bamba et même Jonathan David qui est quand même plus rapide que lui. Et moi, ouais, il s'intègre parfaitement dans ce projet malgré son âge. Et cette hargne, je pense, elle fait du bien à ces jeunes aussi. C'est qu'ils se rendent compte que tout ne leur est pas dû et que si tu veux aller décrocher ce titre de champion, va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Et de ce que j'ai entendu et lu à l'entraînement, il met la même intensité qu'il met pendant les 90 minutes du match. Donc c'est pas un mec qui fait semblant, quoi. Ouais, puis ce qui est fort, c'est que de ce qu'on voit cette saison, Yılmaz est plus qu'un joueur qui va au mastic, c'est plus qu'un simple guerrier, c'est un joueur à la palette quand même beaucoup plus large que ce que son âge et son physique pourraient laisser penser. C'est un joueur qui est capable de prendre la profondeur, qui a mis des buts extraordinaires cette saison et même avant ça. Et vraiment là, l'enchaînement de matchs Lyon, Nice, Lens, où il marque à chaque fois des buts très différents et souvent des buts spectaculaires, c'est du très très haut niveau. Enfin, je veux dire, son coup franc contre l'OL, c'est certainement, on verra ce que ça donne ce week-end, mais le tournant de la saison lilloise. Et c'est un but qui est extraordinaire. Et on nous aurait dit un attaquant de 35 ans d'un mètre 88 qui va mettre un coup franc contre l'OL qui va offrir le titre à Lille. Ouais, on a rigolé un peu quand même. Ouais, c'est cette plénitude. On va pas dire qu'il la trouve à 35 ans parce que voilà, on connaît pas assez le parcours de Yılmaz au quotidien en Turquie pour dire qu'on a la meilleure version de Yılmaz aujourd'hui. Mais en tout cas, on a une très bonne version d'un joueur qui n'avait pas réussi à passer le cap pour sortir pour aller dans un pays européen un petit peu plus huppé que la Turquie avant. Et voilà, ça rentre dans cette tendance un petit peu nouvelle avec l'évolution de la préparation physique, de toute la préparation invisible, de voir ces attaquants avant qu'on mettait au placard à 32-33 ans, et qu'on arrive maintenant à faire durer même justement les grands gabarits, les Zlatan, les Cristiano Ronaldo, qui arrivent à s'entretenir pour rester des joueurs ultra efficaces à 35 ans ou plus. Et là, on est dans cette tendance-là, donc c'est aussi, comme tu le disais David, significatif d'une éthique de travail forcément très importante pour entretenir une machine qui est sacrément tankée. Ouais, et puis une machine qui a aussi eu de la pression sur les épaules, plus que cette saison avec Lille où il porte l'attaque. Mais comme on a dit quand tu as fait son parcours, il passe par tous les gros clubs stambouliotes. On connaît l'ambiance en Turquie. La pression, il l'a subie, il l'a vécu. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de réussir partout où il est passé et d'avoir finalement ce statut. Moi, personnellement, quand il a signé à Lille, j'avais l'image, quand je pensais à Burak Yılmaz, je ne sais pas pourquoi, mais d'une idole en Turquie adulée. Et en fait, ça se retrouve beaucoup avec la sélection, mais quand tu te focalises sur les clubs, en faisant les recherches, les supporters de Beşiktaş, quand il a dû revenir pour la deuxième fois, ils ont dit Niet, on n'en veut pas, quoi. Il est allé à Galatasaray, il a fait son choix, on n'en veut plus. Et même que son premier match, je crois, il met un doublé pour son retour, et il le siffle quand même. Donc c'est aussi la preuve qu'il a quand même un sacré caractère, un sacré mental, et ça lui a aussi permis de trouver une espèce de seconde jeunesse à 35 ans qui lui permettent aujourd'hui d'être capitaine de la Turquie qui va jouer un Euro et d'être aussi nominé parmi les meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, chose qu'il y a 12 mois on n'aurait même pas imaginé, quoi. Petit regret quand même qu'il attende ses 35 ans pour montrer ça dans un championnat majeur, parce que forcément là, à la lecture de son parcours, on voit qu'il a quand même un peu tourné en rond en Turquie. 2 fois, il y a 2 clubs où il va 2 fois. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'aller chercher autre chose que la Chine
avant de retourner à Beşiktaş, moi je pense que si. Surtout que c'est un peu frustrant quand on regarde, par exemple, il a une saison 2012-2013 avec Galatasaray qui est très très bonne en Ligue des Champions, où il marque des buts, il marque en 8e de finale contre Schalke. Derrière, Galatasaray sort en quart contre le Real, mais Ligue des Champions, voilà, 33 matchs, 10 buts, c'est un joli ratio. On aurait aimé le voir jouer plus de matchs de cette importance-là, et il nous prouve cette saison qu'il en avait les capacités. Ouais, en fait, quand on regarde un petit peu son parcours, on voit qu'il y a des trous, qu'il y a des phases un petit peu plus compliquées, et ça se traduit par sa carrière internationale. Il a débuté en 2006, donc il était tout jeune à l'époque, et là on est 15 ans plus tard, il y a 66 sélections. 66 sélections sur 15 ans, avec le nombre de matchs dans le calendrier international aujourd'hui, c'est assez peu. Et en fait, c'est assez symbolique de à la fois ses difficultés à trouver beaucoup de continuité dans sa carrière en club, et aussi le fait qu'il ait eu pas mal de pépins physiques. Mine de rien, tu regardes sur Transfermarkt, sa page blessure, il y a 3 pages. Je pense qu'il a un peu payé, et peut-être que le Burak Yılmaz qu'on voit aujourd'hui, justement, très fit, il a appris de ses erreurs et des conditions qui étaient peut-être un petit peu différentes dans ces clubs turcs de ce qu'il peut avoir aujourd'hui à Lille. C'est très symbolique des joueurs turcs aussi. C'est que même quand la Turquie fait 3e au mondial de 2002, tu as des joueurs comme Hakan Şükür, Emre, tout ça, et Roustou. Et pourtant, ces joueurs sont partis en Europe, ont joué à l'Inter, au Barça. Bon, Roustou, il a joué cette même, à l'Atlético ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont jamais réussi à s'intégrer et à vraiment réussir dans ces clubs. Ils ont toujours préféré jouer dans les grands clubs turcs, avoir une vraie aura en Turquie. Et c'est ce qu'on retrouve un peu avec Yılmaz, quoi. Et dernière chose qu'on peut pas enlever quand même au roi Burak, c'est que c'est le plus buteur vraiment des 3 joueurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui. C'est vraiment celui qui a fait le plus de saisons de serial buteur. Il y a eu une saison à 32 buts en 30 matchs en 2011-2012. Il y a une saison à 24 buts en 30 matchs, et je parle que du championnat. Hein. Une autre à 23 buts en 25 matchs. C'est quand même des statistiques très très solides que les 2 autres n'ont pas encore eu jusqu'ici. On va pouvoir passer au choix de chacun. C'est parti pour le temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Geoffrey, on attend ton classement avec impatience. Eh bien, en titulaire, ça sera Wissam Ben Yedder. C'est celui qui en a le plus montré, le plus dans la régularité. Mine de rien, il a réussi à s'imposer dans des contextes très différents, Toulouse, Séville, Monaco. Et on voit que, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, il est important dans ses équipes. Wissam, il peut encore aller plus haut. Plus haut, pas forcément en termes de club, mais plus haut en termes d'impact, et notamment en équipe de France. Et donc voilà, j'ai une vraie confiance en sa capacité à trouver enfin sa place chez les Bleus et à nous montrer toute l'étendue de son potentiel. En remplaçant, ça sera Depay, parce que pour moi, c'est celui qui a le plus de talent, le plus de faculté à aller très loin. Après, pour l'instant, il me manque un petit peu de régularité, cette constance qu'on commence à voir depuis 1 ou 2 ans. Voilà, faut qu'elle s'inscrive dans la durée, faut qu'elle se pérennise avec un club d'une autre dimension. Et là, voilà, comme on l'a répété, il va traverser un été charnière qui pourra complètement nous faire changer d'avis. Et moi, je suis persuadé vraiment qu'on refait ce podcast dans 5 ans et que Depay sera titulaire, mais maintenant, c'est à lui de jouer. Et Burak Yılmaz, déjà, il est pas aidé par le fait qu'on l'ait assez peu vu jusqu'à cette saison. Et aussi, mine de rien, s'il est resté en Turquie pendant toutes ces années, c'est pas complètement un hasard. Je pense qu'il s'est pas donné forcément toutes les chances, ou peut-être qu'il avait pas tout simplement envie d'avoir une autre expérience et arriver dans un autre pays. Après, voilà, je valorise beaucoup ce qu'il fait cette saison, et aussi ce qu'il va faire, je pense, avec la Turquie, parce que ça peut être un des hommes forts de cet Euro. Donc voilà, mais pour moi, ça reste en dessous des 2 autres, parce que potentiel inférieur, et voilà, il est déjà quasiment au bout de sa carrière, et on a déjà vu, je pense, le meilleur de Yılmaz. Alors moi, je vais inverser ton duo de tête, je vais mettre Memphis Depay en titulaire, parce que pour moi, il a un petit peu de ce caractère et de cette aura de Burak Yılmaz et de ce côté leader, surtout cette saison. Et puis, il a des qualités techniques qu'on retrouve aussi chez Wissam Ben Yedder. Il a un peu de ces 2 joueurs-là qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est aussi peut-être le plus polyvalent et celui surtout qui a le plus évolué. Je valorise énormément toute sa progression qu'on a évoquée durant ce podcast. Et puis d'un point de vue purement statistique, puisqu'on parle d'attaquant, il est largement dans les temps de Wissam Ben Yedder au même âge. Donc mine de rien, même si on voit qu'il a peut-être besoin de plus d'occasions que Ben Yedder pour marquer, à l'arrivée, il marque à peu près le même nombre de buts chaque saison.
En remplaçant, donc c'est Wissam Ben Yedder. Bon, c'est un joueur qui est très régulier, très souvent des saisons à plus de 30 matchs, de championnat, sans compter les coupes, etc. Un joueur qui est fiable, mais ses caractéristiques en font pour moi un joueur qui est peut-être difficile à adapter à d'autres championnats, donc j'ai toujours ce doute-là. Enfin, au placard, ce sera donc Burak Yilmaz, qui a encore quelques mois de ça, j'avais presque jamais prononcé son nom. C'est dur de juger un joueur que sur une saison. Si on avait pris en compte que cette saison-là, évidemment, il aurait été titulaire parmi ces 3 joueurs parce que c'est la saison la plus impressionnante parmi les 3. Mais à la fois, on parle pas non plus d'une saison à 40 buts, donc il faut pas exagérer non plus, même si ça n'enlève rien à son impact dans cette saison lilloise. Et ben moi je vais rejoindre Geoffrey avec Wissam Ben Yedder en titulaire. Je valorise sa régularité depuis ses débuts en professionnel. Il n'y a pratiquement jamais aucune saison en dessous des 10 buts. Il a réussi ce tour de force de faire de sa taille une force du coup. Il a su en jouer avec ce côté futsal et en même temps défier un peu tout le monde en disant je suis petit mais regardez j'arrive quand même à tenir dans l'impact, à tenir dans le duel. Donc j'ai beaucoup d'affection pour Ben Yedder, même si avec l'équipe de France j'en attends beaucoup mieux. En remplaçant ça sera Memphis, comme tu l'as dit Arthur. Je pense que l'OL a beaucoup apporté à Memphis sportivement et humainement. Et l'inverse n'est pas aussi réciproque. Je ne vais pas sous-estimer ce qu'il a fait parce qu'il a quand même enfilé les buts et les pions. Mais j'attends du coup de voir ce qu'il va faire cet été avec son avenir pour vraiment juger. Et enfin, Yilmaz, un peu pour tout ce que vous avez déjà dit. On ne prend pas vraiment le prisme d'une saison pour en faire un classement. Mais ce qu'il fait là à Lille, on aurait bien évidemment aimé le voir plus rapidement peut-être en Europe. Mais ça n'empêche rien qu'à 35 ans, il mérite tout mon respect pour ce qu'il a fait. Surtout qu'on ne l'attendait pas et qu'il vient de, entre guillemets, nulle part pour remplacer à la base Louis Crémy et qui devient le fer de lance de l'attaque lilloise. Voilà pour notre classement. On attend de voir si notamment les supporters lillois ont le même que nous. N'hésitez pas à venir le dire, les supporters lillois et les autres, et bien évidemment. Et les trophées UNFP. Mais bon, ça, j'y accorde un tout petit peu moins de crédit. On va influencer beaucoup, je pense. Espérons. En tout cas, on attend vos avis, vos accords, vos désaccords. Et puis peut-être que vous viendrez nous retrouver, on l'espère en tout cas, sur Spaces sur Twitter. On y sera tous les lundis soirs pour débriefer, pour vous laisser la parole et pour que vous veniez apporter votre petite patte à ce débat. Tu maîtrises vraiment tous les accents, c'est impressionnant. Spaces, oui. Pardon, l'anglais c'est presque une langue maternelle, donc je fais même plus attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à David et Geoffrey. Merci Arthur. Et à très vite. Merci à toi. Ciao tout le monde.